Et bonjour, de retour sur le plateau du Rent Channel avec l'association French PropTech. On a décidé de porter un regard croisé entre les initiatives prises par les acteurs du tertiaire et du résidentiel face aux impératifs de réduction de l'empreinte carbone. Ça, on en a déjà pas mal parlé sur le salon. C'est un des grands enjeux à travers un prisme de rénovation énergétique. Et donc, pour pouvoir débattre de ces sujets, nous accueillons Lucie Calvez, responsable RSE de INLI. Bonjour Lucie. Bonjour. Stéphane Ménard, directeur technique de INLI. Bonjour. Bon. Ils vont nous raconter tout ce que vous avez déjà engagé et comment vous relevez le challenge de la loi climat. Adrien Floron, cofondeur de Carbone. Carbone, ouais. Carbone. Absolument. Bonjour. Voilà, qui va pouvoir nous parler plutôt côté tertiaire. Et Pauline Coche, CEO et fondeur de Citowi. Bonjour. Spécialiste de la durabilité. D'accord, parfait. Alors, la première des choses, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de présenter vos activités en quelques mots pour qu'on puisse situer là où vous agissez sur la rénovation énergétique et sur la décarbonation de vos biens ou de vos clients. On commence avec vous, INLI ? Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Lucie, responsable RSE, INLI. Pour ma part, je suis arrivée il y a 2 mois. Donc, je vais laisser Stéphane présenter INLI et nos activités. Et puis, je m'exprimerai par la suite sur les enjeux de décarbonation. D'accord. Donc, oui, bonjour. Donc, Stéphane Ménard. Donc, moi, je suis directeur technique chez INLI. INLI qui est un acteur du logement intermédiaire et positionné sur la France, mais nous, on représente INLI Île-de-France. Le logement intermédiaire, c'est un logement qui se situe entre le logement social et le logement privé. Donc, c'est une offre qui se positionne de manière pour les locataires permettant de sortir du social et les gens qui n'arrivent pas à se positionner sur le logement privé. En tant que directeur technique, j'ai en charge la rénovation et la réhabilitation du patrimoine ainsi que l'exploitation maintenance de gestion courante du patrimoine. D'accord, donc ça va être intéressant. Adrien, carbone, obligatoirement, on parle de décarbonation. Donc, sur quel secteur vous intervenez? Quels sont vos clients cibles? Et quelle est votre proposition de valeur, en fait? Alors nous, on est plutôt effectivement sur les projets tertiaires, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux clients institutionnels qui sont propriétaires de bureaux, de logistique, d'hôtels, de centres de loisirs. C'est assez vaste, donc c'est pas du résidentiel. Et on propose une solution clé en main. On appelle ça un one-stop shop, c'est-à-dire qu'on fait l'audit, ensuite on fait les travaux, on s'engage sur la performance et le cas échéant, on vient financer l'intégralité des investissements et on se rembourse avec les économies qui sont générées dans le temps. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir couvrir tous les besoins des propriétaires dans le cadre de la transition énergétique de leur patrimoine. Merci. Et Citowi, on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais présente-nous en 2 mots. Alors, Citowi, donc nous, on est spécialiste du vieillissement des bâtiments, être capable de, en fonction de l'environnement, de l'usage, des matériaux, voir comment est-ce que les composants vieillissent et optimiser tous les plans pluriannuels de travaux. Et puis, on regarde aussi les aspects énergétiques. Comment est-ce que le vieillissement impacte la consommation future du bâtiment? Un isolant qui vieillit isole moins et vous consommez davantage. On va regarder aussi l'aspect carbone, puisque nous on est spécialisé donc dans la durabilité, donc plus on allonge la durée de vie des composants, moins l'empreinte carbone est importante. Et le climat, on regarde suivant les différents scénarios du GIEC, comment sont exposés et vulnérables les différents patrimoines et derrière, c'est quelle trajectoire on peut mettre en place sur tout un parc, quel plan pluriannuel de travaux on met, quel est l'impact sur l'exploitation, sur la valeur, sur le financement, etc.
Parce qu'effectivement, pour repositionner un peu le contexte, sur le tertiaire, il y a le décret tertiaire, les décrets BAC, la loi énergie, mais en fait, en termes de réglementation, on va pouvoir s'amuser si on les décline tous, la taxonomie européenne. Sur les résidentiels, le plan climat, la RE 2020. Comment on calibre correctement, c'était une des questions qu'on pouvait commencer avec Inly, un patrimoine de l'ancien, et comment est-ce que finalement on l'amène à atteindre les objectifs d'un plan climat? Moi, je vais juste répondre déjà en amont, Oui, avant allons-y. de calibrer, et Stéphane va prendre le côté calibrage. Inly d'abord s'est positionné de façon assez forte et a anticipé la loi climat et résilience. Aujourd'hui, cette loi dans le résidentiel, elle est très forte, restrictive sur, vous connaissez, vous avez dû en parler, je pense aujourd'hui, tout ce qui est DPE, diagnostic de performance énergétique, interdiction de louer, des logements G, F et E, 2025, 2028, 2034. Inly, en fait, a anticipé tout ça et s'est vite mis en action et a travaillé sur la décarbonation des logements F et G. Et je crois que Stéphane pourra nous annoncer qu'à la fin de l'année, tous les logements en F et G auront en tout cas été rénovés, et puis les E sont en marche. Oui, donc dans un premier temps, il a fallu faire une cartographie de notre patrimoine. C'était la priorité. C'était un des points, et un patrimoine qui n'est pas forcément très digitalisé. Tout à fait. Pas digitalisé, très hétéroclite. Je me permets quand même, les logements sociaux, vous êtes en avance sur le côté digitalisation. Enfin, pour travailler aussi avec Sur le logement, tertiaire, peut-être, la parce que logistique. Alors on est dans le sur les logement bureaux, c'est intermédiaire. Ouais, Par intermédiaire. rapport au tertiaire, quand même. on en est loin quand même. Alors, nous, on trouve que vous êtes en avance quand même. C'est vrai. Alors donc on a cartographié, priorité cartographiée avec une norme qui fait que d'évoluer, des DPE où on a fait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc il a fallu recalibrer tout ça et se donner des objectifs par rapport à aux données qu'on a pu récupérer. Donc effectivement très vite on s'est inscrit, on a planifié très rapidement les F et G. Donc c'était la priorité. Avec un objectif qui avait été défini par Action Logement, avec une stratégie environnementale et de sobriété qu'il fallait qu'on éradique très rapidement. Donc effectivement, on s'est inscrit dans cette démarche. Et ensuite, on a commencé tout le patrimoine qui s'inscrit dans une cartographie en E, avec un objectif qui est bien plus ambitieux que 2034, puisque on est sur une échéance de 2030. Réussir en 2030 à avoir l'intégralité des patrimoines, on y sera sur les E qui seront totalement éradiqués, et tendre à un patrimoine qui s'inscrit sur quasiment un étiquetage quasiment tout en C. Alors c'est une programmation énorme, c'est un investissement assez colossal. Oui, j'allais dire, comment est-ce qu'on finance la décarbonation? C'est un des sujets principaux finalement. Alors comment on finance? Inly, c'est sur un financement sur des fonds propres. Donc c'est des emprunts, c'est la levée de fonds auprès d'investisseurs. Malgré tout, on a la chance d'avoir une stabilité économique qui nous permet de s'inscrire dans ce modèle. Malgré tout, il faut réussir à concilier, je pense qu'il y a la décarbonation, il y a l'amélioration de la performance. Il ne faut pas oublier qu'on a des clients et des locataires qui sont à nos côtés. Qui sont acteurs. Et voilà, il faut qu'on s'inscrive également dans une démarche d'accompagnement, de leur expliquer les enjeux, et puis leur amener à leur augmenter ou à leur redonner ce pouvoir d'achat qui, avec l'explosion des énergies, a généré des difficultés dans le quotidien. Et parce que vos plans d'action sont passés, donc c'est difficile finalement. Vous êtes sur des logements qui sont habités par des locataires. Donc comment est-ce qu'on engage cette partie-là? Il faut qu'ils soient actifs. Est-ce que c'est vous nous aviez parlé de massification du chauffage collectif, qui étaient des choses très précises que vous pouviez faire
plus rapidement que le reste, et donc vous avez séquencé finalement vos plans d'action pour être le plus optimisant possible. Alors oui, on a séquencé parce qu'on a des patrimoines, c'est facile. C'est très facile d'y aller. Il y a des patrimoines où on a des difficultés, le patrimoine haussmannien, patrimoine de type HBM. Donc ça, on porte une autre réflexion sur ces patrimoines. Après, on a la chance, vu les enjeux qui sont sur ce domaine, de pouvoir se faire accompagner. Voilà, on se fait accompagner, on a plein d'acteurs qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous proposer des alternatives, des solutions hybrides. Et donc voilà, il faut bien se faire entourer et puis réussir à trouver le meilleur compromis pour arriver à tendre effectivement sur des étiquettes de type C ou D au plus bas. On n'est pas tout à fait dans le même ordre des choses sur le tertiaire. En fait, on parlait de digitalisation. Alors, Pauline nous dit, vous êtes en avance, mais ça ne veut pas forcément dire que le résidentiel est bien pourvu en termes de digitalisation. Mais il y a peut-être effectivement un petit peu plus de choses sur la partie immeubles de bureaux qui ont pris un peu d'avance là-dessus, ou pas du tout. Alors effectivement, il y a cette réglementation du décret tertiaire qui oblige tous les propriétaires d'immeubles de plus de 1000 m² à usage donc tertiaire, donc autre que résidentiel, à déclarer sur une plateforme qui s'appelle Opérat, qui est gérée par l'État directement et qui oblige à déclarer un niveau de consommation sur les 10 dernières années, et ça permet de servir de référence pour réduire la consommation du bâtiment de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Et donc effectivement, dans cet environnement-là, il y a eu une accélération de la digitalisation. Il y a eu un certain nombre de startups qui se sont montées et qui ont fait un travail remarquable de collecte de données et de récupération de données. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de données. Elles ne sont pas encore parfaites, mais on a un certain nombre de données. Et donc ça permet d'avoir un peu un état des lieux. Et ce qu'on est en train de voir, en tout cas nous auprès de nos clients, c'est que 2024-2025, c'est le temps de l'action. On était dans le temps de l'analyse qui a duré 2 ans. Et maintenant, on va passer sur OK, on va faire les travaux, on va faire en sorte de réduire l'impact environnemental de notre portefeuille. En plus de ça, les financeurs sont de plus en plus exigeants. Les banques sont de plus en plus exigeantes aussi face à la décarbonation des patrimoines, parce que ça relève aussi un petit peu de la valorisation de l'actif. Donc il y a un risque important pour elles à terme. Et donc pour ces raisons-là, il y a une vraie accélération. Enfin, en tout cas, nous on le sent à partir de la rentrée. Et est-ce qu'il n'y a pas une meilleure gestion de la performance énergétique sur le tertiaire ? Alors, en fait, c'est vraiment deux choses un peu différentes, mais pas forcément, effectivement. On peut le voir, on a tous un peu en tête l'exemple de la tour à la Défense qui est allumée le week-end, le soir, la nuit, etc. Non, mais plus sérieusement... Est-ce qu'il n'est pas plus simple, il y a des gestes qui sont très simples. Ouais. On peut éteindre tout un bureau en one shot quand on part. Moi, je me permets, puisque j'ai quand même été élue vice-présidente de l'ADI, donc Association des directeurs immobiliers, dans lequel j'ai monté à la demande du bureau la commission de digitalisation sur tous ces acteurs. Donc c'est vrai qu'on a un certain nombre d'acteurs du tertiaire dans cette commission-là, et on voit en fait les enjeux très clairement de la digitalisation sur le tertiaire. Donc ne serait-ce que la notion de site, c'est quoi un site ? Voilà, ça reste une notion à définir. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un fort enjeu, mine de rien, et que quand on est sur des actifs d'exploitation ou à l'intérieur, il y a une activité industrielle, puisque il y a quand même une consommation de l'énergie qui est assez intensive pour l'activité. Donc, c'est pas forcément extrêmement évident de tout de suite couper les robinets en soi. Non, bien sûr. On va dire que sur le tertiaire, enfin en tout cas nous les projets qu'on voit, on arrive à agir sur la réduction de la consommation déjà en monitorant mieux ou en changeant les équipements techniques. Et après, ça dépend un peu de l'objectif qu'on veut. C'est-à-dire que soit on veut réduire la consommation, là on peut rajouter du pilotage, on peut essayer de faire en sorte que de changer aussi les équipements qui étaient un peu vétustes, un peu comme une voiture qui a 20 ans, elle est moins performante qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour une pompe à chaleur, c'est la même chose pour une CTA.
Et ensuite, pilotage, c'est aussi un point qui est important. Il y a l'usage aussi qui est très important. Qu'est-ce que font les locataires, comment ils le font. Donc c'est important aussi de les embarquer dans la réflexion et dans la mise en œuvre de cette décarbonation. Et puis après, il y a aussi, est-ce que je veux que mon bâtiment continue à polluer? Parce que un bâtiment qui est chauffé au gaz ou au fuel, forcément, il pollue beaucoup plus qu'un bâtiment qui est chauffé avec une pompe à chaleur. Et après, il y a d'autres éléments, type les productions d'ENR, comme la géothermie ou le photovoltaïque, qui permettent également d'aller produire sa propre énergie, sa propre chaleur, pour du coup autoconsommer et réduire son impact environnemental. Donc il y a pas mal de biais, mais c'est vrai que on va dire que dans la première phase, on a déjà beaucoup de choses à faire sur les équipements techniques, parce que par définition, il y en a beaucoup plus sur le bureau que sur le logement. Le logement, vous avez que du chauffage, assez rarement en tout cas en France, de la climatisation, et quasiment jamais une CTA, enfin de renouvellement d'air. Et donc déjà, on peut faire pas mal de choses sur ces équipements-là. Et du coup, vous êtes en phase d'expérimentation. J'ai cru comprendre sur Inly, sur les ENR, sur le photovoltaïque, sur la production d'eau aussi. Oui, je vais laisser Stéphane présenter les expérimentations. Je vais juste rajouter un point. Effectivement, Inly a un lab, Inly Lab, et du coup incube des startups, tous les ans. Et l'objectif, c'est de pouvoir déployer ces startups dans notre patrimoine. Et c'est le cas ? Oui. Alors, on a la chance de s'être engagé il y a 3 ans avec des startups sur ce domaine, sans avoir notion de l'importance aujourd'hui que ça allait prendre. Donc, effectivement, on a pu incuber et même permettre à des startups de devenir des acteurs de la décarbonation ou de la régulation des chaufferies, ou de permettre à nos locataires de s'inscrire dans une démarche d'être acteurs de leur consommation. Donc voilà, donc on a effectivement sur le domaine, alors je rejoins, on est plutôt sur le chauffage. Aujourd'hui, on est sur la composante chauffage. Je pense que demain et dans quelques années, on sera plutôt sur la composante ECS, parce qu'on aura traité le chauffage et puis toute la question de la performance et du clos et couvert d'un immeuble. Donc on basculera sur cette composante-là. Je suis d'accord, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux que le tertiaire. Mais je pense que effectivement on a pris un virage il y a 3 ans et on a la chance d'être finalement un peu en avance sur ces domaines. Et donc on a en gros en gestion 40 000 logements. Chez Inly, on a déjà 5 000 logements où on est sur une régule très très fine et une performance sur le chauffage. On a tous nos logements qui sont sur du chauffage électrique, où on a proposé à nos locataires un pilotage et une réduction de leur consommation. Donc voilà, la conjoncture a fait que les choses qu'on avait testées, elles ont explosé et elles ont pu être mises en avant et déployées peut-être plus vite que ce qui était prévu, ou pas? Oui, déployer plus vite, oui, parce que les locataires s'inscrivent dans cette démarche, puisqu'effectivement ils sont confrontés à tous ces enjeux. Après, on est confronté au jour d'aujourd'hui, c'est bien de s'inscrire sur des nouvelles technologies, mais les acteurs qui sont en capacité de nous accompagner sur l'exploitation maintenance derrière, et le tissu, il n'est pas totalement encore au point. Et c'est une difficulté. Voilà. Et du coup, c'est là où l'anticipation du vieillissement et de la charge, donc c'est important quand on rénove de l'anticiper, et est important quand on construit de l'anticiper aussi. Oui, complètement. Alors nous, on est fans aujourd'hui de penser l'investissement et la maintenance ensemble, combinés, parce que ça sert à rien d'investir de réhabiliter d'ailleurs s'il n'y a pas une bonne exploitation. Je sais que c'est pas forcément dans les pratiques de tout le monde, mais c'est pour nous c'est vital. Et donc avoir de facto dès le début des bâtiments qui vont bien vieillir, dont on est capable d'anticiper l'exploitation, de savoir à quel moment il va y avoir des pannes, à quel moment ça va rompre, etc., et de pouvoir intervenir en amont. Et à l'inverse, pouvoir optimiser au maximum les réas.
et savoir dire pour X euros, je peux atteindre tel objectif de DPE, tel objectif de durabilité, tel confort interne et telle réduction de charges. On a beaucoup de sujets sur les réductions de charges en ce moment sur les locataires avec des risques d'impayés qui sont assez conséquents. Et ça permet vraiment de pouvoir faire des scénarios, de décider en toute connaissance de cause, de comprendre quel est l'impact d'un plan de travaux par rapport à nos objectifs. Et ça, c'est primordial. Parce qu'effectivement, on le disait, finalement, le financement INLI, vous avez la capacité à supporter votre stratégie et à la financer. Mais dans le résidentiel, le problème, c'est aussi le modèle économique et l'impact qu'il peut y avoir pour le client. Donc, vous l'avez dit, de pouvoir dire les réductions de charges, jusqu'où est-ce que je peux aller et qu'est-ce que je peux en faire. Est-ce que c'est le même enjeu sur la partie tertiaire ? Ouais, il y a aussi effectivement, nous on appelle ça un peu le mur du financement, parce que c'est un peu ce qui est en train d'arriver en face des investisseurs institutionnels, et même si c'est il y a des grosses maisons, il y a des moyens qui sont importants, mais la nécessité d'investissement est telle qu'il y a un sujet de financement. Il y a un sujet aussi qui est un point qui est un peu différent que dans le résidentiel, c'est que la réglementation, on va dire, partage la prise en charge de cette rénovation énergétique entre le locataire et le propriétaire. C'est pas forcément 100% propriétaire, c'est pas non plus 100% locataire, il y a une espèce de partage de prise en charge. Et donc, il y a toute une négociation, toute une présentation à faire à son locataire en tant que propriétaire pour trouver des moyens un peu connexes de financer. Nous, c'est ce qu'on propose effectivement, c'est de dire, OK, on se met autour d'une table, on voit les économies qu'on va générer, on regarde ce qu'on peut financer et derrière, on voit ce qui est supporté, pris en charge par le bailleur et on voit ce qui peut être pris en charge par le locataire à la hauteur des économies qui sont générées. L'idée, encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation de loyer total, enfin loyer plus charge pour le locataire. Ça, c'est un point qui est très important. Donc le financement est effectivement un des gros défis majeurs des années qui viennent. En tertiaire, vous avez aussi un montant de subvention qui est un peu moins élevé, parce que vous avez grosso modo pour plusieurs types de subventions, les certificats d'économie d'énergie en font partie. Et sur les C2E, pour le tertiaire, ça va représenter 5 à 10% grand max des investissements. Là où sur du résidentiel, vous pouvez aller chercher des choses un peu plus élevées. Et donc, encore une fois, ce besoin de financement va être plus important parce que les subventions sont forcément moins importantes. Mais on va dire que c'est aussi plus facile de financer des personnes morales que des personnes physiques. Donc il y a vraiment deux marchés qui se construisent et qui s'opèrent. Et effectivement, ça va être le défi majeur. Et d'ailleurs, on le voit avec les banques des territoires, CDC, qui aujourd'hui souhaitent déployer un certain nombre de capitaux dans la transition des territoires. C'est aussi justement pour pouvoir accompagner le financement de cette rénovation et cette transition. Après, il y a quand même beaucoup de mouvements en ce moment, hein. J'étais avec l'IFPIM lundi. Ils ont sorti une grille ESG pour analyser tous leurs dossiers de financement à venir. Et aujourd'hui, on a pas mal de banquiers qui viennent en disant aider à optimiser les bouquets de travaux pour comprendre si ce que je suis en train de financer va permettre d'atteindre des performances optimales qui vont être durables sur le temps du prêt et qui vont me permettre, moi, d'assurer mon risque, en fait. Et ça, c'est assez fou et ça permet de mettre en place tout ce qui est financement vert, ça permet vraiment d'ouvrir des horizons, hein, pour le coup. Et je trouve que la filière est en train de se structurer, ça avance. Enfin... Très très bon point, effectivement. C'est l'IFPIM, c'est une vingtaine de banques ou une quinzaine de banques qui sont mis autour d'une table. Et moi aussi, j'ai découvert récemment, là, il y a 2 semaines. Et c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont anticipé cette problématique. Alors, ils sont les premiers concernés, hein, parce qu'il va y avoir probablement ça va être les valorisations vont être un petit peu challengées, surtout du fait du risque climatique et du risque ESG. Et ils ont réussi effectivement à déterminer, je crois qu'il y a 70 ou 75 critères qui relèvent de ces critères ESG et qui permettent de dire est-ce qu'un bâtiment est efficient, est-ce qu'il est considéré comme décret tertiaire compatible, décret BACS compatible, résilient dans les vagues de chaleur ou autres qu'on va connaître dans les années qui viennent. Et effectivement, c'est très prometteur et c'est une super nouvelle pour la filière. Pour la filière et pour la transition. Mais du coup, ça s'applique tout aussi bien, ça pourrait s'appliquer tout aussi bien au résidentiel ? Ah, complètement. Et ça a été le sujet au congrès il y a 2-3 mois, là, tant avec la Banque des territoires qu'avec la Caisse d'épargne, la Poste, tous ces financeurs. C'est dire on est aujourd'hui. confronté exactement pareil, au même problème. Ouais.
On lève des fonds, Ouais. on va chercher des investisseurs et tous ces critères, on les retrouve de la même manière. Nos investissements sont déjà liés à des critères ESG. À mon avis, ça doit être à peu près C'est les mêmes. les mêmes, je pense. Mais INLI est déjà dedans depuis quelques années. Mais du coup, en fait, les enjeux sont les mêmes, les critères finalement sont les mêmes, les plans d'action diffèrent peut-être un peu, les acteurs diffèrent peut-être un peu, mais on se retrouve quand même sur des similitudes. Ça reste de l'optimisation du bâtiment en fait. Ah bah l'enjeu, aujourd'hui, c'est comment je fais ma transition environnementale, un peu juste énergétique, mais environnementale, dans un contexte réglementaire qui est extrêmement contraignant, avec des capacités de financement qui sont devenues de plus en plus éparses et de plus en plus chères. Et comment j'avance et comment je mets en vrai sur la table une solution opérationnelle. Et ça, c'est assez transverse à l'ensemble des acteurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, enfin, les enjeux, c'est exactement les mêmes, avec les mêmes échéances. Après, on est peut-être sur une approche un peu différente techniquement. Voilà, c'est peut-être la différence entre le résidentiel et le tertiaire, où nous, on se concentre peut-être plus actuellement sur le clos couvert et toute la dimension chauffage et énergie, alors que le tertiaire, ça prend en compte tous les composants techniques du bâtiment. Voilà. Et la qualité de l'air, là au milieu, sur le bâtiment. Je vais laisser les spécialistes du tertiaire parce que eux, c'est un de leurs enjeux. Nous, on n'y est pas encore. D'accord. On n'y est pas encore. C'est pas normé, c'est pas réglementé. Donc, on commence à regarder, on commence à s'y intéresser, mais c'est plus complexe dans le logement que dans le résidentiel, que dans le tertiaire à gérer. Pourquoi? Alors, on n'est pas sur L'usage. l'usage qui peut être différent, c'est également l'organisation technique du bâtiment qui peut différer un peu. Et puis, le traitement de l'air génère des équipements et des capacités de locaux que nous, on ne dispose pas actuellement pour gérer correctement le traitement de l'air. Pour l'instant, on n'a pas. Il y a beaucoup de sites où on n'est pas en capacité de mettre en place ces équipements qui sont assez lourds en termes et imposants. Et du Je coup, voulais au juste niveau- donner une note positive avant de parler de qualité de l'air dans le tertiaire. Ceci dit, on travaille des sujets d'économie circulaire, de réemploi, de biodiversité, qui sont aussi des sujets qui participent à la décarbonation. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, la qualité de l'air pour le tertiaire. Pour le tertiaire, alors ça dépend un peu de ce que vous avez, ce que vous appelez tertiaire, parce qu'il y a le tertiaire un peu classique bureau, où en général vous avez effectivement ce qu'on appelle une centrale de traitement d'air et qui prend de l'air neuf dehors et qui permet de renouveler l'air dans les locaux. Ceux qui n'en sont pas pourvus, malheureusement, il y a un gros impact sur la consommation du bâtiment parce que les gens ouvrent les fenêtres, forcément, parce qu'ils sont mal à la tête ou qu'ils ont besoin d'aérer un petit peu. Donc, par exemple, on parlait de l'haussmannien, dans Paris, c'est plus compliqué de mettre des CTA. Et donc, effectivement, même si vous avez un bâtiment qui est très efficient, il l'est de toute façon moins parce qu'il n'y a pas de renouvellement d'air. Mais c'est effectivement un sujet qui est très important pour les acteurs du tertiaire bureau. Ça l'est aussi, ça commence à l'être de plus en plus pour la partie hôtellerie. Ça l'était pas forcément il y a encore quelques années et aujourd'hui ça devient un point important et pour tout ce qui est logistique, pour le coup il n'y a pas de sujet, mais c'est effectivement de plus en plus demandé. Il y a le Covid qui est passé par là en plus, donc ça a été très surveillé pendant quelques mois et de toute façon on va dire qu'un bon renouvellement d'air, ça veut dire qu'une CTA fonctionne bien, ça veut dire qu'elle consomme pas non plus trop. Et donc, c'est bon pour l'efficacité du bâtiment. Et vous pourriez nous dire un petit mot sur la décote brune?
Avec plaisir. Alors ça, c'est un sujet où, pour le coup, c'est pas mal de tertiaires qui viennent nous chercher sur ces questions-là, même si je suis extrêmement étonnée de parler de valorisation sur le logement de plus en plus ces derniers mois. Très clairement, on a des clients qui aujourd'hui subissent des baisses de valorisation liées au contexte économique qu'on connaît bien, et ils viennent nous chercher en disant en fait, moi j'aimerais défendre la valeur de mes actifs en démontrant que il y a des véritables performances environnementales, énergétiques, climatiques, de résilience face au changement climatique, et que du coup ça va être pris en compte dans la valorisation de mon bien. Donc on travaille en ce moment avec des experts, c'est assez marrant, c'est assez très marrant, et tout l'enjeu c'est de pouvoir démontrer, de se faire une conviction et de dire en fait mon patrimoine est là, je l'emmène ici, comment je le fais, quelle est la stratégie, qu'est-ce que je mets en place, comment je défends cette valeur-là, et comment les experts peuvent se l'approprier et le prendre en compte dans la valorisation. Et je discutais ce matin avec sur le logement où en fait tout ce qui est confort d'été, confort d'hiver, enfin ça va être énorme en fait. Nous on commence à travailler là-dessus en disant comment est-ce que je peux garantir sur les années à venir que mon logement sera toujours exploitable, qu'en hiver tout ira bien, en été je pourrai y rester. Et ça va participer énormément à la valeur du bien, énormément. Tout à fait. Et il nous reste on va faire un petit tour de table. Non, il nous reste un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est la gestion de l'eau. Parce qu'on a parlé chauffage, on a parlé qualité de l'air. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui participent encore aux sujets environnementaux, mais la gestion de l'eau potable, par exemple, quelles optimisations est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que vous avez déjà travaillé dessus? Et de quelle manière est-ce qu'on peut agir? Alors, sur la question de la gestion de l'eau, j'y rajouterais une dimension qui est au-delà du potable, tout ce qui est gestion des eaux usées. Donc, il y a deux thématiques. Il y a effectivement le recyclage et le réemploi, et puis de la récupération. Donc ça, on s'est engagé, chez INI, on a plusieurs résidences, on récupère les eaux de pluie, on les réinjecte soit dans le traitement des espaces verts, soit pour l'entretien courant du site. Et ensuite, on est en train actuellement de développer, c'est comment favoriser l'énergie récupérable sur tout ce qui est les eaux vannes et les eaux usées. Donc il y a un vrai enjeu sur ce domaine. On est en train de travailler 2 projets assez innovants et voir comment on arrive à tirer profit et comment on arrive à rentabiliser l'effort qu'on va porter sur ce domaine, mais je pense que c'est vraiment un enjeu parce que il y a vraiment de la calorie à récupérer sur ces domaines, et puis de le réinjecter dans le domaine du chauffage ou éventuellement de l'effacement énergétique. Oui, c'était ICAD nous racontait il y a quelques instants sur une conférence sur les JO et sur le programme du village des athlètes, où ils ont un enjeu sur un bâtiment qui est énorme, qui est en totale autonomie, doit être finalisé en totale autonomie, et il nous parlait justement de ce point circulaire, on va dire, avec des choses pas très sexy, c'est vrai, mais qui sont essentielles. Les urines, comment est-ce qu'on récupère, comment est-ce qu'on en fait des engrais, comment est-ce que de l'autre côté on crée du compost avec les matières fécales, et ils ont créé des nouveaux sanitaires pour pouvoir gérer cette partie-là, gérer aussi l'ensemble des eaux usées. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui se testent. Les JO peut-être accélérer un peu des choses sur certains bâtiments, mais il y a pas mal de choses de ce côté-là. Pauline, vous en voyez aussi un certain nombre. Alors nous, sur l'eau, pour l'instant, c'est dans les cartons de la R&D. Et c'est en maturation. Donc, on a une grosse équipe scientifique qui travaille beaucoup là aussi sur les questions de réemploi, puisqu'on a gagné un consortium de recherche européen là-dessus. Donc, on a comme ça des sujets qui sont en gestation. En gestation. Et Adrien, vous le mettez en œuvre sur certains de vos projets. Aujourd'hui, c'est des enjeux qu'on peut avoir sur l'hôtellerie.
via justement ce qu'on appelle les ECS, les eaux chaudes sanitaires, et la récupération des eaux grises pour les sanitaires, qui permet de réduire de 50 à 80% le besoin en eau potable. Donc c'est effectivement des réflexions qu'on est en train d'avoir aujourd'hui avec des citernes de récupération. C'est pas simple, parce qu'il faut trouver l'endroit pour les mettre, mais en revanche, c'est une vraie volonté qu'on a de déployer ces solutions. Et l'avantage, c'est que dans un bouquet de travaux un peu global, où on va toucher aux équipements techniques, on va pouvoir proposer, parce que ce pas des solutions qui coûtent non plus une fortune, cette gestion de l'eau en anticipation, parce qu'aujourd'hui, on va dire l'eau est encore assez abondante, mais ça sera probablement peut-être pas le cas dans les années qui viennent. Et donc l'idée, c'est par anticipation dire, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que à chaque fois qu'on tire la chasse, c'est comme si on mettait un paquet d'eau à la poubelle. Donc comment on fait pour récupérer les eaux des douches et les réutiliser dans les sanitaires? Donc c'est effectivement ce qu'on essaie de mettre en œuvre chez les hôteliers. Si je peux juste compléter. Le mot de la fin, parce qu'il nous reste 47 secondes. Alors, on s'est inscrit dans une phase de test en essayant de lancer la première, on va dire, réhabilitation, rénovation d'un patrimoine à zéro émission et zéro consommation. Donc ça s'est fait sur le neuf, ça n'existe pas sur la réhabilitation. Donc on a lancé ce laboratoire, cette opération laboratoire. Donc c'est une opération qui devrait sortir dans 1 an et demi, 2 ans, en espérant qu'on pourra atteindre et pouvoir démontrer qu'on est capable de réhabiliter avec des performances exceptionnelles. Voilà. Et donc on termine là sur une note extrêmement positive. On va être dans les timings du plan climat. On va tout faire pour. En tous les cas, on a des acteurs autour de cette table qui sont passionnés et passionnants. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci bien.